La mer a ses secrets, la mer garde ses secrets. Vous pourriez croire des fois que dans les vagues et les houles qui bruissent sur la plage, là, elles vous racontent quelque chose, mais c'est quelque chose qui reste toujours incompréhensible et qui est comme une musique. Parce que vous pouvez vous mettre devant la mer, puis lui hurler n'importe quoi, elle va tout entendre, elle va tout accaparer, mais elle va garder son secret jusqu'à la fin des eaux, jusqu'à la fin des âges. C'est un petit peu la même chose qui arrivait autrefois, et qui arrive encore maintenant, j'en suis certain, quand on part en bateau, sur un voyage de pêche. Tout ce qui s'est passé pendant le voyage, depuis qu'on est parti du quai jusqu'au moment où on y revient, ça doit rester à l'intérieur de l'équipage. Il n'y a pas un mot qui peut sortir de là. Toutes les folies qu'on a pu faire à terre, dans les escales, toutes les bouteilles de rhum qu'on a pu rincer. Enfin, tout reste secret du bateau, tout reste secret de la mer. Et ce que je vais raconter touche évidemment un de ces secrets de la mer. Je ne veux pas le violer non plus, c'est pourquoi je ne donnerai pas de nom et je ne serai pas tellement précis sur les dates non plus. Je peux vous dire que c'est au début du chalutage dans le Golfe, ce qui nous place vers la fin des années 50, vers le début des années 60. À ce moment-là, il y avait encore de la morue en abondance, évidemment, vu qu'on commençait tout juste à la chaluter. Avant le chalutage, on la prenait à l'hameçon, on la prenait au filet, et les plus grosses se faisaient prendre, les plus petites partaient, si bien qu'il y en avait d'année en année. Et lorsqu'on chalutait la morue, au début, il n'y avait pas de zone de pêche qui était restreinte à certains pêcheurs et tout ça. C'était tout le monde pêchait ça en même temps, là-bas où la morue se trouvait. Et à l'automne, c'était le long de la côte du Cap-Breton. On parlait de la morue qui dégolfait. Elle se rassemble dans le sud du Golfe et puis elle file toute la côte du Cap-Breton et elle tourne autour du Cap Saint-Laurent, du Cap Nord, puis elle s'en va hiverner dans ce qu'on appelle les pointes des Scataries, qui sont de grandes fosses, donc elle hiverne en profondeur. Enfin, ça, c'est technique. Alors, toutes les flottilles du Golfe, la flottille de la Gaspésie, les Terre-Neuviens, les Acadiens de la péninsule acadienne, les Madelinots, tous ceux qui faisaient du chalutage se retrouvaient à l'automne à Chéticamp et pour la grosse pêche d'avant les fêtes. Autour du Golfe, il y a plusieurs communautés. Il y a les Acadiens, il y a les Gaspésiens, les Madelinots, les Terre-Neuviens. Et il y a des rivalités entre ces bandes de pêcheurs-là. Ce ne sont pas des bandes, mais ces populations qui pêchent. Et j'ai été témoin de ça, moi, quand je pêchais sur les chalutiers dans les années 70. Je pêchais à bord d'un chalutier de l'île du Prince-Édouard, ici, à Souris. Et puis, quand on arrivait et l'équipage était mixte, c'est-à-dire moitié Madelino, moitié gens de Souris. Et quand on arrivait à Port-au-Basque, à Terre-Neuve, par exemple, pour relâcher, soit qu'il y avait tempête ou tout ça, eh bien, les gens de Souris ne voulaient absolument pas descendre. Nous, les Madelinots, on descendait, on était très bien reçus par les Terre-Neuviens, mais eux, ils avaient peur même de se montrer dans les hublots du bateau. Je ne sais pas ce qui s'était passé avant, historiquement, pour justifier ça. Ils ne nous l'ont jamais dit, mais enfin, c'est un fait. Et une autre rivalité assez notoire dans les pêcheurs du Golfe, c'est entre les Gaspésiens et les Terre-Neuviens. C'est un petit peu comme l'eau et le feu, là, ça s'entend pas, ça s'entend pas. Et à Chéticamp, avant Noël, quand on pêchait, bon, il y avait des jours de tempête. On appelait ça des jours de débauche, hein, contraire d'embauche, mais c'était la débauche aussi au sens plus complet du mot. C'est-à-dire qu'on allait, on buvait surtout, comme tous les pêcheurs à terre. Un marin à terre, c'est jamais bien beau, a dit quelqu'un. Et bon, on était tout à fait l'exemple personnifié de cet adage-là. Donc, il y avait la Légion à Chéticamp, on buvait là, on jouait aux cartes, aux crêpes. Et quand la Légion fermait, il y avait d'autres boui-boui là, dans lesquels on passait la soirée, une partie de la nuit. Et puis, c'était des endroits, il y en a partout le long de la côte, il ne faut quand même pas se leurrer là-dessus, qui sont plus ou moins interlopes, là, où on trouve des femmes, où on trouve à boire, où on peut jouer aux cartes pour de l'argent, on peut rouler les dés, enfin... sont des tripots, si vous voulez. Il y en a à Lunenburg, il y en a à Lockport, il y en a à Liverpool, il y en a même à Souris.
Et il y en avait à Chéticamp. C'était une petite maison là dans la montagne. Il y avait des filles. Là, enfin, c'était. Je vous raconterai pas tout ce qui peut se passer là, mais c'est que tous les équipages se retrouvaient là. Donc les Gaspésiens, les Terre-Neuviens, les Madelinots, les gens du Nouveau-Brunswick, les gens de Caraquette, enfin tous ceux qui pêchaient la morue. Et un jour, ça c'est dans les années, fin des années 50, début des années 60, il y avait une bagarre qui avait pris là entre un Gaspésien puis un Terre-Neuvien. Mais une bagarre qui était vraiment... ils ont commencé par se crier des noms, puis d'après ce qu'on m'a dit, il y avait un Acadien, là, du fait de son bilinguisme, qui devait traduire ce qui se disait. Et à un moment donné, il n'a plus voulu traduire parce que ce qu'il disait n'était plus traduisible, si vous voulez, ou traduisable. Et ils étaient tellement fâchés, ils ont voulu se battre, les gens les ont séparés, puis le Terre-Neuvien est parti d'un côté, le Gaspésien d'un autre. Ils sont, je pense, retournés à leur bateau dans des automobiles différentes. Ils sont revenus là, mais avec les haches d'abordage. Et là, ils se sont élancés les uns sur les autres avec ça. Tout le monde autour n'a plus bougé. Enfin, dans ces situations-là, on sait toujours comment ça va finir. On ne sait pas, jamais exactement où ça commence à être très mauvais, mais on sait toujours comment ça va finir. Et on a attendu que ça se passe et ils se sont battus, les tables renversées, les filles qui criaient, enfin vraiment le bordel, excusez le mot, dans la place, jusqu'à un moment donné où il y a le Gaspésien qui a reçu, paf, un coup de hache. Un coup de hache comme ça pardonne pas. Le Gaspésien est étendu par terre. Il saigne même pas beaucoup, je pense, parce que le cœur s'arrête hein, quand on meurt. Tout le monde constate le décès, évidemment. Là, il y a un grand calme qui se fait dans la place. Tout le monde regrette évidemment ce qui s'est passé. Et que faire? Vous savez, quand vous avez une bagarre comme ça, où personne n'est responsable, pourquoi déranger la police à 2 heures, 3 heures du matin pour qu'ils viennent mettre leur nez là-dedans? Tout le monde sait que c'est regrettable, c'est triste, mais disons les autres pêcheurs ou les gens qui sont là ne considèrent pas vraiment que un est plus coupable que l'autre. Ce sont des choses qui arrivent. Il en arrive aussi des pires d'accidents sur la pêche. Alors, les Gaspésiens, ils ramassent leurs morts et ils décident, on va le ramener au bateau. C'est justement le frère du bosun ou du capitaine. Là. Il faut avoir le cœur assez solidement accroché pour faire ça. Ils prennent le cadavre, ils l'emmènent au bateau, ils ouvrent la trappe, ils le couchent là sur la morue et sur la glace. Et puis, quand revient le temps de repartir en mer, bon, ben, il lance le cadavre à l'eau, puis il rapporte comme noyé, disparu, un accident de pêche, sans trop préciser. Là, c'est des choses qui arrivent quand même assez souvent. La mort est quelque chose d'assez présent par mauvais temps sur les bateaux. C'est pas du tout la philosophie de la ville ou du confort bourgeois là, sur les bateaux de pêche, surtout à cette époque-là. Comme ça, le temps passe. Tout le monde pensait que la chose était enterrée ou bien submergée. Mais voilà que la saison de pêche suivante, vers le mois d'avril-mai, il y a un bateau qui ramasse un squelette bien nettoyé par les nécrophages du fond. Là. Il ramasse un squelette dans son chalut ou dans ses filets. Et puis, bon, et là, il veut quand même rapporter ça aux autorités. Et ce cadavre assez bien nettoyé porte quand même sur le crâne, là, il porte quand même une plaie là, ou une fracture quasiment chirurgicale. Là. Et il y a une enquête du coroner qui s'est ouverte pour déterminer l'origine, puis la cause de la mort de ce corps-là. Et les Gaspésiens, m'a-t-on dit, ont été invités à témoigner. Leurs témoignages, et les Terre-Neuviens aussi, enfin les témoignages des uns et des autres ont été suffisamment vagues sur ce qu'il ne fallait pas révéler, suffisamment précis sur la seule chose qui comptait, donc que c'était un accident de pêche,
pour que finalement les autorités, le coroner, n'aient d'autre choix que de dire oui, effectivement, c'est un accident de pêche. On a expliqué sa blessure là, par le fait qu'il aurait été frappé soit par les portes du chalut, hein, il y a des panneaux qu'on appelle en bon français qui vibrent et qui servent à ouvrir le chalut, puis le bicycle aussi, la chaîne du chalut en bas, il y a des gros rouleaux de caoutchouc, des chaînes, des gros rouleaux de fer. Enfin, ça peut aussi faire pas mal de dégâts. Donc, on a jugé que c'était les engins de pêche qui avaient causé cela et l'affaire a été enterrée. Puis, personne n'en a vraiment jamais parlé. Comme c'était un secret de la mer, c'était un secret de bateau, c'est resté entre les équipages. Des fois, ça a été dit comme ça, des soirs de débauche dans des endroits, des tripots fréquentés par les marins. Ça se parle au bord de la mer, mais la mer entend tout ça, absorbe ça dans ses vagues et n'en souffle jamais mot à quiconque, même pas au vent.